il s'agit grâce à tout ça. C'est le même centre de diagnostic, en plus ici il y a la mammographie. Mais à l'hôpital de la Mouya, ce qu'on a fait, on ne s'est pas arrêté là. D'ailleurs, je vais faire une anecdote pour que la presse comprenne. Ce matin, je suis parti voir les femmes des policiers et les femmes des militaires. Et quand on a fini de discuter, une maman m'a suivi avec son bébé, avec son petit enfant, qui avait une maladie, je ne vais pas décrire la maladie ici, mais j'estimais en tant que médecin qu'il fallait prendre en charge cet enfant immédiatement. Eh bien, je peux vous garantir que si vous passez à la Mouya demain, vous allez trouver cet enfant qui a été opéré à la Mouya. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a fait à la Mouya, ce n'est pas quelque chose qui va venir. Nous avons opéré déjà, en 48-72 heures, 120 personnes. J'ai fait ça parce que j'ai voulu montrer que l'hôpital qu'on met, ce n'est pas de la décoration, que c'est fonctionnel. Et donc là, ce soir, si quelqu'un décide d'aller voir, il peut aller trouver ces malades opérés des jambes, opérer des hernies, opérer des yeux, ils peuvent passer voir et c'est fonctionnel à la Mouya. Monsieur le ministre, peut-être qu'avant qu'on ne prenne les questions de journalistes, le président de la République, à travers le programme de la couverture santé universelle, a l'ambition de permettre aux Congolais d'avoir accès à des soins de santé de qualité à bas coût. Les efforts sont faits au plan des infrastructures, tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais est-ce que le coût est à la portée des Congolais? Oh oui, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que j'ai... Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que ce que nous faisons à la Mouya, ce que nous avons fait à Kananga, nous l'avons fait à Sendou à Lubumbashi. Et je suis en train de mettre un nouveau scanner en Ngaliema. Pourquoi je fais ça? Et à Mamayemo, Renaissance, c'est déjà fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que maintenant, on va établir une grille tarifaire et on va décider que le prix du scanner est à autant. Comme ça, ça va obliger le privé à suivre le public. Tant que le public n'avait pas l'offre, c'était difficile d'obliger. Maintenant qu'on a installé nous-mêmes nos équipements qui permettent, nous allons baisser le coût. Ça, c'est déjà de manière standard. Mais la couverture de santé universelle, c'est aussi la généralisation de la mutualisation. Nous devons tous participer un tout petit peu pour que les soins de santé ne coûtent plus cher. Nous avons de toutes les façons, grâce à la maternité, fait déjà la subvention, c'est-à-dire que les mamans payent zéro, je l'ai dit, et donc c'est accessible. Une maman qui va aller à la Mouya demain pour accoucher, eh bien cette maman payera zéro, même si elle a accès à tout ce qu'on a là-bas, c'est-à-dire le laboratoire, parce que je ne l'ai pas dit, on a un laboratoire ultra moderne que les gens pourront visiter aussi, le laboratoire, ils pourront voir, la maman pourra avoir les soins, et elle ne payera rien. Donc c'est accessible. On ne fait pas des choses pour les riches, on fait des choses pour le peuple, parce que vous connaissez notre slogan. Évidemment. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, c'était les propos introductifs du gouverneur de la province du Kassai-Oriental et du ministre de la Santé. On va commencer cette série de questions avec M. Gédéon Kabamba de la RTNC Kassai-Oriental. Merci, Monsieur le ministre, de cette opportunité. Ma première question, je l'oriente à Monsieur le ministre de la Santé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la maternité gratuite qui sera effective au Kassai-Oriental. Le Kassai-Oriental, comme province, compte 5 territoires. Et ces territoires sont distants les uns des autres. Comment pensez-vous faire pour permettre à toutes ces femmes-là qui habitent à autant de kilomètres de bénéficier de la gratuité de la maternité, et aussi sachant que la province du Kassai-Oriental a un sérieux problème en termes d'infrastructure. Comment vous allez vous y prendre pour permettre à ce que les femmes bénéficient de l'accès à la gratuité de la maternité? Au cas contraire, ça sera une illusion, c'est ce que je pense. Alors, si vous le permettez, une question à monsieur le gouverneur qui a parlé tout à l'heure en dressant le bilan beaucoup plus positif de ce qui est fait par le chef de l'État. Mais concrètement, parce qu'il a parlé des atouts que possède la province du Kassai-Oriental, qui peuvent faire que la province se développe en un clin d'œil, il compte appuyer sur quel levier pour en arriver?
Merci. Merci. On va commencer par le ministre de la Santé. Monsieur le journaliste, ce que nous faisons au Kasaï oriental n'est pas nouveau. Je viens de vous dire que ça fait 1 an que nous avons commencé. Le président a lancé la gratuité de la maternité le 5 septembre 2023 à Kinshasa. Pendant ce temps-là, nous avons élargi les provinces. Ce que nous faisons ici n'est pas nouveau et donc nous connaissons très très bien les réalités de notre pays. La question est qu'une maman accouche, dans tous les cas. Qu'on l'aide ou qu'on l'aide pas, elle va accoucher. Seulement, la gratuité de la maternité, c'est est-ce qu'on la laisse accoucher à la maison parce qu'elle a peur de payer même 10 000 francs, ou est-ce qu'on la laisse aller au centre, dans l'état où il est le centre. Mais nous, on paye à sa place. Nous avons levé l'option, dans un premier temps, de payer à sa place. C'est ça la gratuité de la maternité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, pour le Kasaï oriental, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat du travail de plusieurs mois. Vous ne le savez pas, mais nos équipes sont ici depuis très longtemps. Elles ont visité les centres de santé. On a visité à peu près plus de 260 centres de santé pour le Kasaï oriental. On en a retenu aujourd'hui qui sont capables de fonctionner 208. Quand on dit que la gratuité de la maternité, on dit que dans tous ces 208 centres de santé, quand la maman accouche, c'est nous qui payons. En attendant qu'on améliore les conditions, parce que dans tous les cas, la maman va accoucher. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lève d'abord la barrière financière pour que la maman ne reste pas à la maison, pour qu'elle n'arrive pas en retard et pour qu'elle ne meure pas. L'idée, ce n'est pas de rendre les soins gratuits. L'idée, c'est de diminuer la mortalité de la mère et de l'enfant, parce que notre pays est le pays qui est le plus touché dans le monde. Donc, on lève la barrière financière. À côté de ça, on améliore progressivement les équipements. Je pense que c'est le gouverneur qui l'a dit, et je le répète ici, on n'a pas construit un seul hôpital public depuis 1960. Donc, nos centres sont délabrés. Sauf que, quand une maman a peur d'aller dans ces centres délabrés, elle est toute seule. Elle accouche dans des conditions difficiles et souvent elle meurt. Alors là où nous l'avons fait, je prends Kinshasa, Congo central, pour vous montrer des exemples. Congo central, c'est comme ici. Là où nous l'avons fait, premièrement, nous avons remarqué que la plupart des mamans viennent de plus en plus dans les centres, ce qui est une très bonne chose. Mais deuxièmement, le nombre de mamans qui décèdent diminue. Peut-être pour votre information, chaque jour, dans notre pays, avant la gratuité de la maternité, 70 mamans mouraient en accouchant. 70 mamans meurent tous les jours en accouchant. Une des conditions, c'est qu'elles n'ont pas les soins de base. Et vous savez qu'est-ce qui tue le plus les mamans? L'hémorragie, l'hypertension artérielle et l'infection. Des choses qu'on peut soigner même dans un centre de santé. Et donc, ce qu'on fait a du sens. Même si, effectivement, on peut imaginer, mais oui, mais on n'a pas encore construit les hôpitaux, on n'a pas encore construit les centres, comment on va faire? Mais la maman accouche. Vous pouvez l'abandonner ou vous pouvez l'aider. Nous avons choisi de l'aider. Monsieur le ministre, juste un petit détail en plus. Il faut signaler que toutes les mamans qui sont prises en charge dans le cadre du programme de la gratuité sont aussi sensibilisées au planning familial et à une meilleure maîtrise de leur corps, en tout cas dans l'espacement des naissances. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, très jeunes, qui tombent enceintes, mais qui ne sont pas suivies, parce qu'il n'y a rien, l'État n'est pas là. Mais quand nous maintenant, elles savent qu'elles peuvent accoucher gratuitement, quand nous maintenant, on peut les avoir, on peut maintenant, parce qu'ils savent qu'elles n'ont peur de rien, elles ne vont pas payer, en ce moment-là, on peut les éduquer, effectivement. Et dans les pays où on a fait ça, on a vu que les mamans maîtrisaient mieux leur grossesse et leur accouchement. Voilà, merci. On va se tourner du côté de monsieur le gouverneur Jean-Paul Bobois. Vous avez entendu la question. Quelle est votre réponse? Merci. Monsieur Gédéon de la RTNC, Ngoujimaï, c'est ça, Kasaï oriental, on veut dire. Je répète que la province du Kasaï oriental a tous les atouts pour se développer. D'abord, Dieu nous a dotés d'un sol et d'un sous-sol riche. Rien que ce secteur de l'agriculture peut enclencher le développement de notre province. Nous avons des cours d'eau un peu partout où nous pouvons mettre des installations portuaires. Parce que de tout ce temps, les gens pensaient qu'il n'y avait que le pont de Ndomba
Mais nous avons un endroit où nous pouvons installer un port à 23 km de Mbujimaï, notamment à Kansenga. Nous avons encore des chutes, puisque je parle de l'énergie électrique, qui peuvent nous fournir de l'énergie industrialisante. Non seulement nous avons le barrage de Tchala, nous avons aussi la chute de Tchibassa, et avec ces trois secteurs, il y a lieu de développer cette province du Kasaï oriental. Quand je parle de la richesse du sol, nous avons le calcaire. C'est pourquoi j'insiste plus sur l'énergie électrique, parce que si le Kasaï oriental n'a pas connu d'avancée dans les temps, c'est parce que nous ne savons pas construire, puisque le ciment coûte énormément cher ici. Pendant qu'ailleurs, où il y a des difficultés, il y a facilité par exemple de construire, la cimenterie, je prends l'exemple du Katanga, de Kinshasa, où un sac de ciment coûte 10 $, 8 $. Mais ici en Mbujimaï, nous pouvons construire même, à un moment là, le ciment coûtait même 50 $. Mais alors que nous avons le calcaire, si nous avons de l'énergie électrique, nous avons de l'énergie industrialisante, donc il y a lieu de monter une cimenterie facilement 2, 3, 4, sans problème. Et avec ça, nous allons développer notre province. Donc, même si on parle de désenclavement, c'est qu'il y a lieu de désenclaver par tous les secteurs que je vais dire. Si à Kansenga, nous sommes à 23 km de Mbujimaï, avec des installations portuaires, un port qui donne vers le Sankuru, c'est-à-dire nous sommes reliés vers Kinshasa facilement et tout le Grand Kasaï est relié. Donc, le sous-sol riche, non seulement nous avons les diamants, si nous suivons le site de Katende, nous avons du cuivre, pratiquement tous les minéraux qui sont au Katanga, tout ce qui reste, c'est tout simplement les certifier. Donc, quand nous mettons l'accent sur l'énergie, comme je le disais, nous pouvons très bien faire le bon champ. Mais si nous n'arrivons pas à transformer les produits des champs, c'est-à-dire nous n'aurons rien fait. Mais le grand problème que nous avons ici, dès que nous avons de l'énergie, ça sera le départ et le décollage. Peut-être que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité pourra nous rejoindre d'ici la fin et pourra donner des réponses précises sur les différents projets qui sont développés dans la région. On va prendre la prochaine question de M. Jean-Marie Kassamba. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très content de poser ces questions depuis ici chez moi au Kasaï. J'aurais voulu avoir le ministre Fwamba, mais il n'est pas là malheureusement. Je ne sais pas s'il va intervenir. Question d'abord à M. le ministre de la Santé, avec une petite précision. Il y a l'hôpital Bobi Ladawa qui a été quand même construite par le maréchal Mobutu à son temps. Donc c'est depuis 1960. Il y a eu ici des centres de santé dans les cadres de 145 territoires. Personnellement, j'étais à Tchilénié et que ces travaux étaient en cours. Mais il semble, d'après mes informations recueillies ici, que beaucoup de ces centres de santé sont en arrêt. Question, est-ce qu'il y a des budgets pour relancer ces travaux ou, avec les enquêtes qui commencent incessamment sur les détournements, notamment dans l'espace Kasaï, l'IGF a été instruit quant à ce, il va y avoir un autre financement pour suppléer ce qui a été détourné. Question à monsieur le gouverneur, beaucoup de provinces ont des budgets d'investissement. Il y a eu plusieurs gouverneurs de l'IDPS qui sont succédés ici à Mbujimaï. Est-ce qu'on peut avoir un bilan de ce qu'ils ont réalisé réellement depuis qu'ils se sont succédés ici à Mbujimaï? Ça, c'est de un. De deux, pourquoi il n'y a pas d'investisseurs au Kasaï oriental? L'Amiba est par terre, Sengamine est par terre aussi, enfin bloqué, 10 mois d'impayement, on bloque les diamants qui n'est pas vendu. Mais on ne voit pas ni les Chinois ni d'autres investisseurs se bousculer ici parce que l'Amiba est par terre. Quelle est votre stratégie de relancer tout ceci en dehors des projets que le président Tshisekedi a amorcés ici, notamment la voirie, quelques projets qui ont été cités? Merci.
Voilà, on va commencer par le ministre de la Santé. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba, pour votre question. La réponse est assez simple. Il suffit de regarder notre budget national. Vous allez voir que le PDL 145 est budgétisé. La réponse est aussi est simple comme ça. Mais je vais quand même un petit peu aller plus loin en disant que il y avait à peu près un peu plus de 700 centres de santé programmés dans la phase 1 du PDL 145 territoires. Sur les plus de 700 centres de santé, ce que nous avons déjà terminé en construction, c'est 300. Donc, en 2025, les centres qui sont encore en travaux vont être terminés. Et comme je l'ai dit, il suffit de prendre la loi financière que le président va signer. Je ne sais pas s'il a signé, mais il doit la signer. Vous allez voir, PDL 145 territoires, province par province, le budget qui est réservé. Donc, oui, il y a le budget. Détournement, ça par contre, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne gère pas le PDL 145 territoires et je ne connais pas les éléments pour répondre. Mais, par contre, oui, il y a un budget pour le PDL 145 territoires. Mais, je rajoute, à côté de ces centres que le PDL construit, j'avais convaincu la Banque mondiale parce que tous ces organismes, souvent quand ils travaillent dans notre pays, c'est toujours en mode fonctionnement, mais pas en mode investissement. Mais avec la Banque mondiale, on a réussi à dire, ok, l'État fait un gros effort, vous devez aussi faire un effort. Donc avec la Banque mondiale, nous avons déjà 240 centres de santé qui sont en construction. Je pense que le président en a visité un hier sur la route, parce qu'il passait par hasard, sur la route de Kalambambouche. Et donc, ces centres de santé, en 2025, au total, on va en avoir 1000. L'idée, c'est quoi? C'est de ramener la santé auprès de la population, au lieu que chaque fois la population aille loin pour chercher la santé. Et donc, l'idée, c'est de transformer tous ces centres-là en des petits hôpitaux. Je vous ai dit ici que les mamans mourraient pour des choses qu'on peut soigner là. Avoir des médicaments pour soigner une infection, on peut faire ça dans un centre de santé. Avoir des médicaments pour soigner l'hypertension, on peut faire ça dans un centre de santé. Donc l'idée, c'est que nous transformons ces petits centres de santé en hôpitaux les plus proches possibles, quitte à ce que quand la personne est stabilisée, on puisse maintenant transporter à l'hôpital. Oui, il y a un budget pour le PDL 145 territoires. Le budget a déjà été promulgué par ailleurs par le président de la République. Mais monsieur le ministre de la Santé, sur les sujets, parce que nous étions avec vous à Mutoa, où nous avons vu ce à quoi ressemble le centre idéal, évidemment avec des équipements notamment de télémédecine. Il y avait l'idée justement que cela sera dupliqué dans toutes les autres provinces, en tout cas dans tous les centres de santé qui sont construits dans le cadre du programme PDL. Alors, vous donnez un exemple très intéressant, parce que Mutoa, c'est dans le Tanganyika, où nous avons montré à quoi ressemble un centre de santé moderne. Et qu'une maman fasse 20 km pour aller faire une radiographie, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons des petites caméras. Et vous allez la voir, parce qu'il y en a une à la Mouya, en plus de la radio traditionnelle, vous allez la voir à la Mouya. En plus de la radio traditionnelle, cette petite caméra, elle fait toute la radio, comme si vous êtes parti dans un service de radiologie. Et vous allez voir, il y en a une ici, et, pour montrer ça. L'idée, c'est donc de faire le maximum d'examens au niveau le plus proche possible des patients. Pas toujours transporter très loin, parce que souvent la santé n'attend pas. Voilà, monsieur le gouverneur, pour les réponses aux questions de monsieur Kassamba vous concernant. Merci. Monsieur Jean-Marie Kassamba voudrait savoir comment mes prédécesseurs, qui étaient de l'UDPS, n'ont pas pu faire quelque chose en matière d'investissement. Je crois que je suis très mal placé pour que je puisse répondre à cette question, puisque je n'ai pas été avec eux à la gestion. Bien sûr, ils ont été de l'UDPS, s'ils n'ont pas été à la hauteur de leur tâche, ce n'est pas moi, c'est eux qui peuvent répondre. Moi, je n'ai que 6 mois d'ici là, mais j'ai un programme d'action, j'ai aussi une vision. Bien sûr, je suis de l'UDPS. Il y a des projets qui sont financés par le gouvernement national et ce que nous devons initier localement. C'est vrai, il y a une réalité ici, telle que l'AMIBA aujourd'hui connaît des problèmes, l'ASSACIM, elle aussi en connaît. Donc, sur le plan des recettes, c'est un problème là. Mais nous ne pouvons pas rester bras croisés
Nous avons des mécanismes que nous devons mettre sur pied pour pouvoir capitaliser tout ça et canaliser. Par exemple, au gouvernement, maintenant là, j'ai mis sur pied une cellule de digitalisation. Avec les petites recettes qui peuvent, si nous les canalisons très bien, il y a lieu de pouvoir monter certains projets sur place. Et pour preuve, si vous allez sur l'avenue Kabeya Banza, nous avons déjà commencé à travailler sur les routes secondaires avec une autre méthodologie maintenant, des pavés. Et le travail est en train d'être fait, financé par le gouvernement provincial. Et c'est pour vous dire que nous avons une vision, nous avons déjà un projet à court, à moyen et à long terme. Donc nous savons comment nous allons atteindre nos objectifs par des mécanismes que nous mettrons sur pied et monter des projets localement, même avec les projets qui sont financés par Kinshasa. Voilà, je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'ici nous parlons du gouvernement. D'ailleurs, le président de la République au meeting de tout à l'heure, lorsqu'on a voulu parler de son parti, il a dit que ce n'était pas le cadre qu'il faut pour aller. C'est juste pour être sûr que nous restons dans les termes de notre discussion. On va prendre les questions de Madame Afi Marie-Claire Bintou du Grand Kasaï Média. Merci de l'opportunité, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, l'arrêt des travaux de construction de l'hôpital général de référence de Conseillé crée un dysfonctionnement. Alors, ce qui est à la base de cette situation, c'est le nombre réduit des locaux, car ceux qui étaient là ont été détruits. Monsieur le ministre, les services sont actuellement fusionnés au sein de cet hôpital. Par exemple, vous trouverez les malades des urgences mélangés à ceux de chirurgie ou médecine interne. Alors, ma première question était celle de savoir pourquoi cet arrêt prolongé des travaux de construction de cet hôpital. Et ma deuxième question, quelles sont les démarches entreprises par votre ministère pour que les travaux reprennent rapidement? Merci. Allez-y, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la question, elle est très simple aussi, en termes de réponse que l'on peut donner, parce qu'encore une fois, nous sommes en train de rebâtir un système de santé qui a été abandonné pendant très, très longtemps. Si vous prenez la plupart des budgets de la santé qui ont été faits pendant des années, vous allez voir qu'en termes d'investissement, il n'y a quasiment rien. Le budget de la santé, c'est souvent le fonctionnement, c'est souvent les rémunérations. Mais si vous n'investissez pas, comment voulez-vous stabiliser les fonds qui peuvent permettre de construire? La plupart des cas, et je pense que c'est le cas aussi pour l'hôpital, c'est toujours la trésorerie. Le président de la République a décidé que chaque province doit avoir un hôpital de référence. Et nous avons, au-delà des hôpitaux provinciaux, nous avons les hôpitaux généraux au niveau de nos zones de santé. Et nous avons 526 zones de santé. C'est tout cela que nous sommes en train de reconstruire. En sachant que ces zones de santé, aujourd'hui, doivent même être multipliées parce que tout simplement, à cause du nombre de personnes qu'il y a maintenant dans les zones de santé, une division qui a été faite pendant très très longtemps, il y a très longtemps, qui n'est plus adaptée aujourd'hui. À côté de cette division, nous devons aussi tenir compte de la population qui a augmenté. Voilà pourquoi est-ce que les hôpitaux de zones de santé doivent aussi être réflexionnées. C'est toujours la même question, le budget. Alors, ce qu'on fait, pourquoi est-ce que le chef de l'État, encore une fois, il faut voir un peu l'évolution des choses. Le chef de l'État n'a pas commencé aujourd'hui à dire on va faire des hôpitaux. Il a commencé d'abord par restructurer le système de santé. Par exemple, il a créé des établissements, on va dire, si vous prenez le ministère des Finances, il a des agences. Vous allez voir la DGDA, vous allez voir. Mais en santé, on n'avait pas d'agence, on n'avait aucun moyen d'investir en santé. Et c'est pour ça que le président de la République a créé des établissements en santé, notamment le fonds de promotion, pour deux raisons. La première, utiliser correctement l'argent de l'État, mais la deuxième, lever les fonds
pour investir en santé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et le fonds de promotion, c'est lui, par exemple, qui a disponibilisé les médicaments aujourd'hui pour la gratuité de la maternité ici. Nous avons des médicaments, comme je l'ai dit, déjà pour 3 mois, qui sont arrivés ici. Ce n'est pas des médicaments qui vont venir, qui sont arrivés ici, vous pouvez les voir si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est d'investir correctement en santé. Souvent, et c'est ma dernière réponse à ça, la plupart de nos projets ne sont pas planifiés. On commence un projet parce qu'on a un fonds. Et puis on se rend compte que le prix du ciment a augmenté. On se rend compte qu'il n'y a pas d'électricité. Je vous rappelle d'ailleurs que pour la Mouya, monsieur le ministre, le ministère de la Santé a tiré le courant. Parce qu'il n'y avait pas encore de courant. C'est pour montrer comment les projets sont structurés chez nous. Souvent, les projets ne sont pas correctement structurés. C'est pour ça que le président de la République, à chaque conseil des ministres, il insiste sur les études de faisabilité. Nous ne faisons pas d'études de faisabilité et nous commençons. Après, on se rend compte effectivement que ça s'arrête. Et donc là, pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec le fonds de promotion pour que les établissements soient financés, que le plan et les projets soient correctement financés avec des études de faisabilité, mais avec aussi une planification opérationnelle. Voilà, on va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité va arriver. Et après lui, nous prendrons le directeur général de la Régie des eaux. C'est avec eux que nous allons terminer cet exercice de redevabilité à partir de Mbujimaï, où il est quand même 1h du matin. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Mes questions au ministre de la Santé, mais également au gouverneur de province. Monsieur le ministre, sur base de quels critères est-ce que le ministère de la Santé ou le gouvernement équipe les hôpitaux? Vous parlez d'une mammographie qui vient d'être installée dans la province du Kasaï oriental. C'était sur base d'une demande. Est-ce que vous avez constaté un accroissement des femmes qui souffrent des cancers du sein, ou c'est juste pour prévenir? Aussi une autre question, toutes ces machines que vous installez, dernier cri, bonne chose, mais qui doivent fonctionner avec des personnes qui doivent les manipuler. Est-ce que la compétence, le personnel qualifié suivra la qualité du matériel? Mais aussi, ça demande de l'énergie électrique pour pouvoir fonctionner. Est-ce que vous avez pensé à supplier, par exemple, le manque d'énergie dans la province? Au gouverneur de province, combien d'investisseurs déjà sont venus ici dans la province du Kasaï oriental et précisément à Mbujimaï? Vous parlez d'emploi à court terme, à moyen terme et à long terme, sur base de votre programme, le programme sur base duquel vous avez été élu gouverneur de province. Combien d'emplois comptez-vous créer d'ici à votre départ, puisque vous avez un mandat de 5 ans? Voilà, on commence par vous, monsieur le gouverneur. Merci, madame Rachel Kitita. Les investisseurs viennent chaque jour. Ceux qui expriment l'intention viennent chaque jour et nous leur lançons des invitations. Ils sont nombreux, mais quant aux réalisations, aucun d'eux n'a pas encore réalisé quelque chose de palpable. Nous attendons encore certains processus, peut-être qu'ils viendront avec le temps. Mais nous ne pouvons pas seulement compter sur ces investisseurs qui peuvent venir d'ailleurs. Je crois qu'il y a des structures qui sont là, qu'on a mis sur pied par le gouvernement, qui peuvent encourager, je crois même le chef de l'État en a fait allusion dans son meeting aujourd'hui. Nous devons pousser les jeunes à la création. Nous devons pousser les jeunes à créer des initiatives pour qu'ils créent aussi de l'emploi et nous devons les accompagner. Nous ne pouvons pas seulement compter sur les investisseurs. Bien sûr, si je peux vous dire les tas de lettres que j'ai données, des invitations, vraiment, il y en a tellement que les investisseurs ne viennent pas. Parmi les investisseurs, il y en a qui viennent. Des sérieux sont là et ceux qui sont moins sérieux sont là. Nous ne pouvons parler d'un investisseur que quand il vient, il pose l'acte et c'est alors que nous pouvons compter sur lui. Et d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'investisseurs et le vocable d'investisseur nous fait souvent penser aux étrangers. Mais les Congolais peuvent être les premiers investisseurs au Congo. Le ministre tout à l'heure parlait de l'exemple du Congo central. On peut avoir des hommes d'affaires du Congo central qui viennent d'investir ici. Je me souviens qu'il y a quelques semaines en Conseil de ministres, le président de la République avait donné instruction que toutes les agences, notamment le FOGEC par exemple,
puissent venir, puissent ouvrir des bureaux de représentation dans les provinces. Lorsque j'étais à Kananga, j'ai rencontré un jeune entrepreneur qui fabrique de la mayonnaise, qui cherchait justement des référents au niveau de la province pour voir comment le projet pourrait être accompagné. Souvenez-vous, dans ce que le président de la République a plus ou moins expliqué tout à l'heure, nous avons le premier engagement de 6 engagements, c'est l'emploi. Et lorsqu'on parle d'emploi, on parle principalement des jeunes, 60%. Et donc, il y a toute une stratégie au niveau du gouvernement, et c'est même pour ça que nous faisons, aux côtés du président de la République, cette itinérance, parce que très souvent, on pense que ça ne doit s'arrêter ou fonctionner qu'à Kinshasa. Nous, dans le cadre de l'action du gouvernement souminois, nous regardons le Congo dans sa globalité. Et puisque nous voulons donner aux jeunes des différentes opportunités, on veut s'assurer que les jeunes de Kinshasa, les jeunes de Kananga, les jeunes de Mbujimaï ou les jeunes des Dilolo, de Kasumbalès ou de Bukavu ont tous la même opportunité partout. C'est cela la stratégie et je pense que c'est ce qui va donner le résultat. Mais ici, je crois aussi que progressivement, nous-mêmes, nous devons commencer à regarder notre pays comme un champ en guillemets où nous pouvons nous tous venir investir. Et que lorsqu'on parle d'investissement, il faut qu'on arrête de penser que c'est forcément des étrangers qui doivent venir pour faire des affaires chez nous et peut-être pas nous-mêmes. Monsieur, la création d'emplois, vous dites, madame? au sujet de la création d'emplois par le gouverneur à court, à long et à moyen terme. Bon, écoutez, le gouverneur, il a dit, de toute évidence, l'emploi, c'est un super chantier. Mais des dans un pays, bon. Peut-être que lui-même dira, tout au moins s'il y a des prévisions qui sont préparées, chiffrées au niveau de son programme, il les dira. Mais pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement central, l'emploi, c'est la priorité numéro 1 qui vient dans le cas de 6 engagements du président de la République, avant même la sécurité, parce que c'est corrélé. Lorsque vous regardez les jeunes qui sont dans les groupes armés aujourd'hui dans l'Est, pour la plupart, ou même dans toutes les régions du pays, vous vous rendez compte, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité pour commencer à produire, à être utiles. Lorsqu'on parle de 38 000 km de routes des dessertes agricoles à construire, c'est des opportunités d'emploi parce qu'on aura besoin de la main-d'œuvre. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous avez un petit complément? Parce que madame pousse sa curiosité un peu plus loin pour savoir si vous avez des statistiques de combien d'emplois générerez-vous dans les mois qui viennent? Oui, je crois que une vision, un programme, un budget, nous projetons ce que nous pouvons faire à l'avenir et ce qui peut se réaliser. Je crois que pour être concret, je peux vous parler de 10 000 emplois par exemple, je vais au-delà de 20. Je vais vous parler de 10 000 emplois, je n'arrive pas avec les moyens que je peux disposer. Ce que vous devez retenir, c'est que dans tout ce que nous avons comme vision, c'est que nous pensons à créer beaucoup d'emplois dans la province du Kasaï oriental, avec tout ce que je vous dis. Si jamais j'ai de l'électricité dans cette province stable, nous allons créer des entreprises avec tous ces jeunes, avec les structures qui sont là. Le projet transforme, c'est question de les pousser à pouvoir créer. Mais parce que vous parlez de l'électricité, on va prendre tout à l'heure le ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui vient de nous rejoindre, qui pourra très rapidement répondre aux préoccupations qui sont dans les cas. Peut-être qu'il occupera les lutrins du gouverneur le temps qu'il apporte ses précisions. Monsieur le ministre de la Santé, pour les aspects des questions qui vous concernent. Merci beaucoup. Madame Kidissa a posé 3 questions. La première, c'est pourquoi j'ai fait le choix de mettre la mammographie ici. En tout cas, cette question, j'aurais pu la répondre pour aider le gouverneur aussi dans sa réponse. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, toute Congolaise où qu'elle soit, elle a droit à avoir une mammographie. Et quand il faut commencer, il faut commencer. Ça, c'est une réponse générique. Mais pourquoi j'ai fait le choix du Kasaï oriental? Pourquoi est-ce que nous commençons par là? Parce qu'il y a une vision derrière. Et je vais vous montrer la vision. Cette vision est liée à quelque chose à laquelle vous ne pensez pas, c'est à l'aéroport. Cet aéroport est situé en milieu central du pays. Notre stratégie en santé, c'est d'investir dans un équipement qu'on appelle le cyclotron. Vous savez, toutes les mamans qui ont besoin, ou tout le monde qui a besoin de la radiothérapie. On dit non, il a un cancer, il faut faire la radiothérapie. Pour faire la radiothérapie, on a besoin de substances que nous devons produire, sinon nous les importons. Et ces substances-là durent 4 heures quand on les a produites. Donc si on les produit au centre du pays, on peut les distribuer plus facilement partout. Et c'est pour soigner le cancer. Or, avec l'aéroport,
nous pouvons maintenant distribuer, nous pouvons investir ici avec un cyclotron et distribuer. Donc c'est dans un projet global de développement d'un centre de cancer avec la production des isotopes grâce au cyclotron que nous sommes en train de monter la stratégie. Donc ce n'est pas juste une mammographie qu'on dépose comme ça. On n'a pas le temps d'aller en détail de tout ce qu'on est en train de faire, mais voilà la vision. La vision, c'est de dire, on va mettre un centre de cancer capable de répondre à nos besoins, sinon nous importons. Et quand nous importons, c'est plus cher. Et je vous assure que le cyclotron ne coûte pas très cher, il coûte 6 millions de dollars. Et si nous l'installons ici, eh bien, on crée des emplois ici, c'est le deuxième aspect que je voulais montrer, on crée des emplois ici, on crée la technologie ici, et ça, c'est juste l'effort d'investissement, et je vous ai donné le coût. Si on met un cyclotron dans un ensemble global, ça ne nous coûtera pas plus de 6 millions. Et donc, pour développer le traitement du cancer, on a besoin effectivement de recruter, de savoir il y a combien de cancers. Et on a les chiffres. Le cancer dans notre pays, notamment le cancer du sein, le cancer du col chez la maman, c'est parmi les 2 premières causes de mortalité par cancer et ça explose. Et donc ça a du sens de mettre la mammographie ici. Mais l'idée c'est d'en mettre partout, des mammographes. Parce que ça doit permettre de diagnostiquer le cancer chez toutes les mamans. Mais ça c'est un travail qu'on fait progressivement. Ça c'était la première réponse. La deuxième question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y a des techniciens capables de prendre en charge le matériel que vous mettez? Comme je disais hier, quand nous avons visité le centre de diagnostic, pour le scanner, nous allons former les gens pendant 3 mois. Mais il fallait d'abord installer le scanner pour former les gens à utiliser ce scanner. Si vous dites on va d'abord former les gens et puis on va investir, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut former les gens et à la suite de la formation, ils utilisent le scanner. Et ça va nous prendre 3 mois pour avoir des techniciens capables d'utiliser le matériel que nous avons installé. Mais la radiographie, l'échographie, ça c'est des médecins spécialistes tout simplement, ou des médecins qui ont été entraînés qui peuvent le faire. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, peut-être que la question importante qui était derrière ça, c'est la maintenance. Est-ce que ça va durer? Oui, si nous organisons, et c'est pour cela que c'est très important que les gestionnaires des hôpitaux soient des personnes capables de gérer ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on sous-utilise ou on laisse tomber les équipements qui sont très importants. La troisième question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on a l'électricité, on a l'énergie pour ça? Je rappelle que j'ai dit que pour la Mouya, on a fait tirer. C'est pour ça d'ailleurs quand les gens demandaient mais pourquoi la Mouya n'a pas recommencé? Parce qu'il y avait des choses qu'on préparait pour pouvoir répondre à ça, notamment l'électricité. On a fait tirer une ligne et je peux vous annoncer qu'on va faire tirer 2 autres lignes. Ça tombe très bien que mon collègue de l'énergie soit là parce que spécifiquement pour l'imagerie, nous avons besoin d'une ligne dédiée à ça. Et donc ça, je vais voir mon collègue pour pouvoir le faire. L'énergie qu'on a ici peut faire tourner les machines que nous avons ici. Oui, absolument. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. C'était peut-être votre dernière intervention qui a été, il faut le dire, claire. Alors, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, il y a eu beaucoup de questions. Le gouverneur disait tout à l'heure qu'il y a un gros potentiel, mais il n'y a pas d'énergie. Nous savons qu'il y a plusieurs projets qui s'orientent dans l'objectif de répondre à ces besoins d'approvisionnement énergétique. Qu'est-ce qui est fait pour cette partie du pays? Dans le Kasaï occidental, vous nous avez expliqué ce qui s'est fait notamment pour Katende, pour Momo, en tout cas pour Katende avec ses financements innovants. Pour ce qui concerne cette région du Kasaï central, quels sont les projets en cours et quelles sont les stratégies mises en place pour arriver à répondre à ces besoins d'énergie dans la ville? Merci beaucoup, chers collègues, pour la parole et la question. Au fait, pour faire une synthèse de la situation énergétique dans le Kasaï oriental, on commencera par récapituler la situation de Tudi Tubidi. Parce que c'est bientôt une année que nous avions 3 MW qui vient de cette centrale. Et ça a permis quand même à pouvoir changer les conditions de vie d'une partie de la population parce que nous sommes partis de 700 abonnés à 1600 abonnés aujourd'hui sur la ville. On est parti aussi de 0 à pratiquement 6 abonnés moyenne tension. Ce n'est pas assez, dirait-on. Mais du fait de le faire en une année, de doubler le potentiel, nous regardons la croissance. Parce que c'est la croissance qui est plus importante. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des projets qui sont en corrélation dans la grande région. Il s'agit notamment
la centrale, la relance de la centrale de Katende qui a l'impact sur la grande zone Kasaï. C'est comme nous avions dit, c'est qu'en bout de course, ça sera pratiquement 24 MW qui seront desservis pour le Kasaï oriental avec 24 000 abonnés. Dans 2 ans. Pratiquement 24 mois après le lancement. Ça, c'est un fait. Mais aussi, il faut signifier que nous allons lancer un projet potentiel avec les partenaires techniques et financiers qu'on appelle le fonds Agré, qui va prendre dans la zone Kasaï. Ça veut dire qu'il y aura aussi les territoires intégrés de pratiquement 64 MW également. Et dans ces 64 MW, il y a pratiquement 30 MW de solaire qui sera repris aussi dans tous les territoires dans la zone Kasaï orientale. Donc ça, c'est du point de vue projets qui sont en cours et en bout de discussion dont nous allons passer à la phase opérationnelle. Notamment pour Katende, je pense que les engagements ont été faits. C'est-à-dire que même le FOMI vient de poser le premier pas. C'est-à-dire que tel qu'avait été prévu au Conseil des ministres, que dans les 48 heures, il y aura une mise à disposition sur le Trésor. Je pense que c'est une information importante que l'on dise que... Non, 100 millions de dollars. Affectés. Affectés sur un coût global de... le coût global, nous serons un peu plus autour de 250 pour reprendre tout le projet. Tout à fait. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons une mise à disposition de pratiquement 45%. Mais aussi la mobilisation, je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce que c'est une matière de finance, mais qui prouve que très bientôt nous allons lancer les opérations. Voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'on vous retiendra pour l'une ou l'autre question, mais parce que nous sommes dans votre secteur et exceptionnellement, nous avons encore le directeur général de la Régie des eaux, nous avons évidemment le ministre qui chapeaute un peu tout ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire techniquement de ce qui a été fait récemment dans cette ville de Mbuji-Mayi pour couvrir tous les besoins en eau? Nous savons que nous étions à Kananga hier et qu'il y a en tout cas le plus grand projet dans la région qui sera lancé incessamment de ce côté-là. Mais ici, qu'est-ce qui a été fait? Excellence, Monsieur le ministre, merci pour l'opportunité. Je voudrais clarifier pour la population du Kasaï oriental que la situation de la desserte en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi particulièrement s'améliore. Je crois que ceux qui vivent dans la ville peuvent le témoigner aujourd'hui. Les bidons jaunes qui circulaient ça et là ont quasiment disparu. Il y a encore des coins de la ville où la desserte n'est pas très bonne, mais je voudrais dire qu'il y a un très grand travail qui a été fait ici sous l'impulsion du chef de l'État, un projet qui va à la fin coûter près de 100 millions de dollars. Nous avons exécuté déjà le premier lot et le deuxième lot qui sont à la fin. Le premier lot est totalement terminé. Le premier lot, nous avons construit 2 réservoirs à Bakwakapanga. Tout le monde peut les voir, ils sont à 13 mètres d'élévation. Nous avons réhabilité le captage à Lukelenge. Nous avons refait toutes les machines qui sont à Lukelenge. Dans le premier lot, nous avons fait 184 km de tuyaux enterrés déjà dans la ville. Dans le deuxième lot, nous avons fait 167 km de tuyaux déjà enterrés dans la ville. Donc au total, on a fait plus de 340 km de tuyaux de distribution d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons fait également 2 nouveaux réservoirs pas très loin d'ici, à Maréchal, pas très loin de la résidence du gouverneur. Nous avons également d'autres réservoirs. La résidence du gouverneur, c'est où nous sommes? Bien sûr, nous sommes pas très loin d'ici, on peut les voir également. Il y a d'autres réservoirs qui sont également construits sur la ville. Ça, c'est le lot 2. Le lot 2 n'est pas encore arrivé à la fin parce qu'il y a près de 1800 mètres de tuyauterie que nous attendons. Les conteneurs ont connu un retard. Comme vous le savez, nous acheminons tout par la voie ferrée en venant de Lubumbashi jusqu'à Mweneditu et de Mweneditu nous faisons la route. Et cette voie ferrée nous pose quand même beaucoup de problèmes de logistique. Les démarches sont en cours aujourd'hui avec nos partenaires qui ont loué un train spécial pour amener du matériel jusqu'à Mweneditu. Et quand ce matériel sera arrivé, le lot 2 sera totalement terminé. Tous ceux qui sont dans Dibindi, dans Kanchi, etc., dans d'autres communes de la ville, les problèmes d'eau seront totalement terminés. Mais il y a également le lot 3 qui va concerner les communes annexes. À la fin de la journée, nous passons à une desserte en eau potable qui était à moins de 5000 m3 par jour pour aller au-delà de 48 000 m3 par jour. Et comme vous le savez, sans énergie, il n'y a pas de l'eau.
Et c'est le cas à Kananga, comme vous l'avez d'ailleurs observé, Excellence Monsieur le Ministre. Sans énergie, il n'y a pas de l'eau. Et nous, à la Régie des eaux, nous voulons, pour certaines villes, avoir une certaine autonomie dans l'énergie. Pour la ville de Mbujimaï, nous allons mettre une centrale photovoltaïque de 10 MW qui appartient à la Régie des eaux. Cette centrale est aujourd'hui déjà conçue. Nous sommes dans les dernières lignes pour sélectionner le prestataire et bien sûr avec le partenaire au développement avec qui nous travaillons. Mais ce n'est pas fini parce que la demande est encore grande dans la ville. Alors, et nous continuons à le faire. Mais je voudrais dire à nos compatriotes qui sont à Kananga que ce que nous avons fait ici, ça a pris du temps pour qu'on y arrive. C'est exactement la même démarche dans laquelle nous sommes pour ceux qui sont à Kananga. Vous savez, j'ai annoncé à Kananga que nous allons également mettre un peu plus de 100 millions de dollars américains sur la ville pour le secteur de l'eau, aussi avec une autoproduction d'énergie de près de 8,4 MW. La construction va commencer en 2025. Tous ces projets prennent un peu de temps parce qu'il faut étudier, il faut sélectionner les prestataires, il faut sélectionner les maisons d'ingénierie, il faut mobiliser les fonds. Mais on y est presque. Un travail de titan qui a été fait ici sur le leadership du chef de l'État. Voilà, vous aviez parlé des demandes, il y a une demande de questions, mais on va prendre 2 questions ou au maximum 3 pour terminer, on les prendra en série. On prendra la question de M. Robert Ndaye, la question de M. Emani Chilumbu, bon, les questions en lingala, je ne suis pas sûr que ce soit le cadre, et les questions de M. Edmond Izuba. J'espère que le gouverneur est encore là, il pourra dire le mot de la fin tout à l'heure, lorsque nous en aurons fini avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. S'il vous plaît, les journalistes qui ont été sélectionnés pour vos questions. Merci, Excellence. On va les prendre, si vous pouvez noter, s'il vous plaît. Ça tombe bien que le ministre des Ressources hydrauliques soit là. Le chef de l'État a annoncé tout à l'heure la mise à disposition de 50 millions de dollars pour la relance de l'AMIBA. On ne peut pas non plus relancer l'AMIBA sans l'électricité. Il y a des problèmes à Tchala parce que les turbines sont pratiquement obsolètes. Est-ce qu'au niveau du ministère des Ressources hydrauliques, vous avez pris des dispositions pour que soit remplacer ces turbines ou bien essayer de réparer, parce que si l'argent vient, il faudra que la production puisse suivre. Je vais m'adresser au directeur de la Régie des eaux. Ce qui est vrai est que chaque fois que nous venons à Mbujimaï, lorsque le cortège présidentiel passe, il y avait toujours une chanson, Zembu et puis Maï. Curieusement, aujourd'hui, on n'a pas entendu, même dans les interventions de la population, on n'a pas entendu cette réaction. Quelles sont les recettes miracles que vous allez utiliser pour pérenniser cette situation jusqu'à la fin et finalement mettre fin au problème de décès en eau potable dans la ville? Ok, les prochaines questions? Rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir, Excellence. Voilà, question à Liboso, la DG Régie des eaux. La politique nini outil en place pour na bana Kassai oriental nyonso bazwa mai parce que awa depuis toye problème sérieux ezali mai ndenge confrère usoloba awa biso tongi o expliquer biso au détail biso ngo ndenge nini ko sala pour que problème ya mai esila parce que ezali pe na kati ya ba projet chef de l'État. La ministre de la communication Patrick Mouya ya question ezali kaka ya koyeba lelo makambo etali de la mingi salubrité médiatique stratégie nini ezali en place pour awa na Mbujimaï tout le monde ba média ezali ebele. Deuxième question, la ministre de la communication yaroué bana Mbujimaï bakoki ozela pe bakota na monde ya TNT parce que déjà na Kinshasa ezali awa mingi télévision zakaka ya mindele oyo toyebi ba Canal Plus banini. Donc question ya TNT nde bana Mbujimaï bazolela makasi. Merci. Merci. Dernière, Izuba. Merci beaucoup de la parole. Moi, ma question sera adressée au gouverneur. Et j'avais aussi une autre question pour le ministre de la Santé qui vient de partir. Il n'y a pas de problème, c'est déjà mort cette question. Mais pour ce qui concerne le gouverneur, vous êtes... Pourquoi n'attendez-vous pas qu'il revienne? Comme ça, il pourra mieux répondre en ce moment-là. Pardon?
pourquoi n'attendez-vous pas qu'il revienne? Parce qu'il reviendra tout à l'heure. Parce que vous avez sélectionné à 3. Exceptionnellement, on prendra cette question. Il est en train de noter. Il peut prendre note, je style. Vous ne voulez pas revenir? C'est mieux, comme ça, il pourra mieux répondre à la question. Je me tourne de votre côté, monsieur le ministre de l'Énergie. Merci beaucoup. Alors, sur la question de la relance de la MIBA, et ainsi que la fourniture d'électricité, c'est une question très fondamentale sur laquelle il y a eu des réflexions qui ont été faites. Déjà de notre ministère, en échange avec le portefeuille aussi, c'est qu'aujourd'hui, relancer les activités d'une entreprise minière, ça passe aussi par la qualité de la desserte en électricité. Mais aujourd'hui, nous avons fait un bilan énergétique sur la MIBA, qui est autour de 800 kW. Et il y a un concessionnaire qui est porteur de la concession d'exploitation de la centrale, qui va produire de l'électricité et qui va doter à la MIBA 2 MW. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sera dans la possibilité de couvrir le 800 kW actuel, mais aussi de garantir le plan de développement de la MIBA. Mais nous sommes en train de structurer pour que l'exploitant, l'opérateur, puisse remettre en service les équipements et permettre à ce qu'il y ait de l'électricité desservie à la MIBA. C'est-à-dire que dans ce point des relances, du point de vue ressources hydrauliques, électricité, nous avions eu des réunions là-dessus avec les différentes parties pour que nous puissions couvrir ce plan de développement-là. Donc c'est intégré. Et nous sommes en train de l'activer. Nous sommes en phase de clôture des confirmations des titres parce qu'il s'agit des régimes juridiques qui sont octroyés à l'exploitant. Et je pense que très incessamment, la question sera clôturée et on va passer à la phase opérationnelle. Mais pour dire que contractuellement, c'est déjà prévu. Nous avons déjà garanti 2 MW qui couvrent le plan de développement pour la relance. Très bien. Donc, nous pouvons considérer que sur les questions énergétiques, les besoins de la province du Kasaï oriental sont connus et que les stratégies sont mises en place et que dans un horizon de 2 ans, notamment avec la centrale de Katende, on pourra régler un gros problème en matière de desserte en électricité. Pratiquement. On peut le dire ainsi parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, avec Katende, nous allons reprendre 24 000 abonnés. 24 000 abonnés avec le 24 MW que l'on va desservir. Nous sommes aujourd'hui tout autour d'un besoin de 22 MW. C'est-à-dire que notre pari, et je pense que lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'à l'échelle de 24 à 36 mois, quand nous aurons mis en service les 24 MW, ça signifiera que nous aurons 120% de couverture. C'est-à-dire nous serons au-delà. Ça veut dire que nous serons dans une situation où nous allons appeler l'investissement. Mais aussi, la bonne résolution, c'est que le fonds de contrepartie de Exim Bank of India, nous allons faire une ligne de liaison entre le Kasaï et le Grand Katanga. C'est-à-dire qu'il y aura une ligne qui partira de Mbujimaï, Mweneditu, et qui va piquer vers Kolwezi. C'est-à-dire nous allons créer une interconnexion entre le secteur de l'électricité du Grand Katanga et du Grand Kasaï, qui sera une révolution de notre secteur et qui va permettre de garantir le développement dans ces zones super minières. Mais bon, monsieur le ministre, pour terminer, 24 000 abonnés pour 24 MW, c'est quand même dérisoire, 24 000. Non, pour l'instant, vous savez que l'électricité, c'est une activité industrialisante et un levier de développement. Il faut commencer par quelque chose, c'est pratiquement notre premier pouce. Il faudra d'abord répondre aux besoins imminents avant d'inciter le changement. Et le changement va faire en sorte que les nouveaux projets soient couverts par ce qui sera donné. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, de votre disponibilité, parce que je sais qu'il se faisait un peu tard, mais merci aussi de ces éléments de précision qui sont clairs par rapport aux besoins spécifiés et des réponses qui sont données au niveau du gouvernement. Merci, en tout cas, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Je me tourne du côté de la Régie des eaux pour les questions qui vous concernaient. Merci encore, Excellence, Monsieur le ministre. La question est de savoir comment on va pérenniser, parce que déjà aujourd'hui, les gens pouvaient encore parler de la route et de l'énergie, mais il n'y a pas eu des grilles ou des champs pour la demande de l'eau. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas le besoin, il y a encore le besoin dans la ville, mais c'est tout simplement un témoignage que la situation s'est sensiblement améliorée à Mbujimaï. Et comment pérenniser? Mais c'est comme toute infrastructure, il faut mettre de l'argent à côté pour amortir correctement, parce qu'il y a une dépréciation de l'infrastructure au fil des années. Donc il faudra que chacun paye sa consommation. Et
je l'ai dit à Kinshasa, je le dis encore ici à Mbuji-Mayi, la culture de consommer sans payer, ça tue les investissements. Ça décourage même. Combien d'abonnés il y a à Mbuji-Mayi? À Mbuji-Mayi, nous avons aujourd'hui 2000 bornes fontaines, parce que comme il s'est passé beaucoup de temps, nos compatriotes n'avaient pas accès à l'eau. Les bornes fontaines, c'était le moyen le plus facile pour donner à un grand nombre beaucoup plus facilement. Nous avons près de 3600 abonnés actifs en privé sur un potentiel historique de près de 24 000. Donc on est en train d'aller progressivement en les récupérant un à un, mais la majorité de nos abonnés aujourd'hui sont desservis en bornes fontaines. On a près de 2000 bornes fontaines sur la ville. Nous avons du matériel localement déjà pour faire au moins 6000 raccordements individuels dans chaque parcelle, et donc on va continuer à acheter ce matériel pour continuer à raccorder les personnes individuellement. Mais mon appel, chacun doit payer. Ici à Mbuji-Mayi, tout le monde payera également en ligne, comme on le fait au Katanga, à Kinshasa, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans le Congo central. Dès le mois de janvier, chacun peut payer en ligne. D'ailleurs, si vous allez dans nos agences, vous pouvez payer vos factures par les TPE. On a tout digitalisé à la Régie des eaux, y compris ici dans le Kasaï oriental, comme on va le faire également aussi dans le Kasaï occidental. Et pour terminer, la dernière question qui a été posée à Lingala, si vous pouvez répondre en Chiluba, ce serait plus intéressant. Ministre wa baka munakamba kuetukuneku ukasai bwa mwana yonse wa mwena kasai kufeta mai bijibikengela lufetu bwa lufetu kaluiku kakwena makuta akusumba milonda kakwena makuta akuibaka kakwena makuta akwenza na umujimu kibwaluka itujitulomba muntu yonsu futa facture weba wa mai bwa tufete lufetu lwa kunenzela mujimu kuno mai chana na kuyufuta uji ushifa jitunga tuji banu longo lela bionse bi anoni makuta kuinima kakuimakuta kakwena mujimu kakuimakuta kakwena mai uno mai kuyufuta uji ushifa jitunga. Toi kijela mukalenga ministre. Merci. Edmond Izouba, rapidement pour votre petite question pour le gouverneur et nous allons conclure. Monsieur le gouverneur, je disais donc tout à l'heure que vous avez été élu sur base d'un programme. Le province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, apparemment, vous vous considérez comme de provinces martyrs, sinistres, où vous estimez que tout doit venir du gouvernement central. Et directement, vous se transformez à des simples observateurs où vous voyez le gouvernement central en train d'exécuter des chantiers. Ma question est celle de savoir, depuis que vous êtes là comme gouverneur, quel projet d'infrastructure avez-vous initié déjà qui cadre avec votre programme, parce que vous avez été élu sur base d'un programme, qui cadre avec votre programme de 5 ans? Merci. Monsieur le gouverneur. Merci, Monsieur Edmond Izouba, pour la question. Je crois que quand j'ai dit que la province de Kasaï oriental, où vous faites allusion à l'espace Grand Kasaï, que nous n'avons rien bénéficié dans les régimes passés, parce que nous avions un homme qui était indexé, on ne pouvait rien faire. Je vous ai dit aussi que nous n'avons pas croisé les bras. Je n'ai pas dit que nous sommes restés pour ne rien faire. Maintenant là, si on est un peu nos marchés ici à Mbuji-Mayi, pendant cette période qu'on a toujours appelée en français vache maigre, ou Kaswabanga, en Chiluba, il y a stabilité des prix des denrées de première nécessité, notamment le maïs. Ce sont nos initiatives, nous n'attendons rien de Kinshasa. Je crois avoir dit que nous avions déjà initié des travaux sur les routes secondaires. Je n'ai que 5-6 mois bientôt. Je vous dis, il y a des travaux qui sont en train d'être faits d'assainissement et tout est en train d'être fait sur l'avenue Kabayabal. C'est un exemple, papa. Dans peu de temps, j'ai réalisé cela. Et je vous ai dit aussi que nous n'allons pas seulement compter sur Kinshasa, nous avons mis sur pied une cellule de digitalisation pour pouvoir canaliser nos recettes. Qu'elles soient maigres, nous allons les utiliser à bon escient pour pouvoir monter des projets d'intérêt local. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la clarté de votre réponse, monsieur le gouverneur. On va terminer évidemment cet exercice
qui faisait un focus sur la province que vous dirigez, parce que le président de la République est de passage. Demain, il y aura Conseil de ministres. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux compatriotes qui sont sous votre juridiction à l'occasion de ce passage du président de la République et de tous les gouvernements dans vos murs? Oui, monsieur le ministre, merci d'abord. Je vous remercie sincèrement pour avoir organisé ce briefing avec les amis de la RTNC. Contrairement à ce qu'ils ont fait à Bonzola, quand j'ai essayé de visualiser les images, le gouverneur était totalement effacé. C'était le président de la Tout ce qu'il a République. fait. Non, je dis c'est bien. Apparemment, c'est comme si, bien sûr, nous avions un acteur et non des marques, le président de la République, mais au moins, il y a quelqu'un qui l'a accueilli et qui l'a introduit. Je n'ai rien vu de ce côté-là. Alors, je disais que le président de la République, il a marqué la différence avec tous ses prédécesseurs au Kasaï oriental. Et aujourd'hui, j'ai demandé à toute la population de lui faire encore confiance. Non seulement ils vont faire confiance au chef de l'État, aussi à moi-même, je suis leur serviteur comme gouverneur de province. Parce que je me suis donné corps et âme, je ne cesse de le dire que je serai leur serviteur et je le serai toujours. Donc, pour le moment, je ne peux que vous dire sincèrement merci. Et à tous les amis journalistes qui ont fait ce déplacement, je vois assez nombreux. C'est un exercice démocratique qui voudrait que chaque fois que vous avez une province, que les gens soient éclairés sur certaines choses. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci. Merci, monsieur le gouverneur, d'avoir apporté votre part d'éclairage. On ne va pas faire un débat avec nos amis de la télévision nationale, mais nous avons justement organisé ces briefings pour vous donner la parole, parce que c'est vous qui accueillez le président de la République au-delà du meeting, les problématiques qui seront notamment soumises à la table du président de la République, mais aussi l'intérêt pour les Congolais d'autres provinces de savoir comment se portent les Congolais, comment les choses évoluent de la province sous votre juridiction. En tout cas, merci d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci, mesdames et messieurs de la presse du Kasaï oriental et de Kinshasa qui ont fait les déplacements. Aux questions sur la TNT, la salubrité médiatique, nous y répondrons. Nous avons déjà commencé à travailler sur la TNT. Il y aura un appel d'offres qui sera lancé bientôt pour finir les déploiements dans les différentes stations provinciales. Dans le cadre justement de la salubrité médiatique, il y a un travail de démembrement de médias qui a commencé et nous allons nous assurer qu'avant de quitter Mbuji-Mayi, nous avons un groupe de travail parce que nous avons constaté, notamment avec ce qui s'est passé à Kananga, que tout ce que le gouvernement fait, tout ce que le gouvernement provincial fait, peut-être que ce n'est pas encore bien perçu parce qu'il n'y a pas un accompagnement médiatique approprié. Nous avons des besoins pharaoniques pour lesquels on n'a pas donné des réponses depuis des longues années. Les réponses que nous commençons à donner ne sont peut-être pas encore suffisantes à l'échelle des besoins, mais il est important que les Congolais à intervalles réguliers soient informés de comment les choses évoluent. Et je pense qu'il y a une responsabilité de notre part, c'est pour ça que nous faisons ces briefings, mais d'autres responsabilités de votre part pour aller sur le terrain et suivre tout ce que nous vous disons. C'est que de cette manière qu'on pourra s'assurer que chacun, de par sa position, contribue au développement de notre chère République démocratique du Congo. Merci et bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir accueillis dans votre superbe résidence, monsieur le gouverneur. Merci.